Comme ça. Non, de votre visite à l'université de Kinshasa, les éléments de la police universitaire sont rangés pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. Le commandant d'honneur, Mwamba Bidouin. Excellent. Enchanté. Bientôt. Oui. Excellence, Madame, sur le thème la RD Congo, situation sécuritaire à l'ère de l'agression à l'Est, quelle éco-citoyenneté et quelle capacité pour doter nos chaînes de réflexes de défense et de sécurité. Et donc, l'activité s'organise doublement en présentiel et en ligne, et nous vous demandons d'être bien chez vous à l'aise. Le programme, donc, avant de pouvoir les parties, la première partie, c'est la partie protocolaire où, après cette exécution des hymnes, nous allons suivre les mots d'ouverture par M. le recteur de notre université, le professeur Jean-Marie Kayemetou. Ensuite viendra le cadrage scientifique par M. le secrétaire général en charge de la recherche, le professeur Antoine Chimpi. Puis viendra des panels. Ces panels, le premier panel de sciences sociales. J'en profite avant de pouvoir inviter M. le recteur de vous informer que l'Université de Kinshasa va poursuivre cette série d'activités patriotiques et scientifiques durant toute la semaine, si pas les mois. Déjà demain, l'Université de Kinshasa sera au Fleuve Congo Hôtel en ville avec M. le recteur. Après demain, nous reviendrons dans cette même salle, toujours avec les mêmes repas scientifiques et patriotiques pour notre pays. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons inviter avec tout le respect M. le recteur pour son mot de le ministre près le président de la République. Messieurs les membres du comité de gestion de l'Université de Kinshasa, chers intervenants, distingués invités, le protocole, soyez-en sûrs, est tout à fait observé. À la suite de la demande par le commandant suprême d'obtenir une cohésion ainsi que l'adhésion de toute la nation derrière le pays, derrière nos amis à l'est de notre grand pays qui aujourd'hui sont sous une agression injustifiée et étrangère.
À la suite de l'invitation par notre ministre des Tutelles à réfléchir autour d'une mobilisation responsable de la jeunesse de l'ESU, l'université de Kinshasa, fille aînée, a cru qu'il était réellement de son devoir de la première prêcher par l'exemple. C'est la raison qui nous réunit ce matin. L'université va devoir se livrer à un exercice qui lui revient de plein droit, mais surtout la première, se jeter à l'eau pour matérialiser ce vœu du commandant suprême. Vous m'aurez entendu déjà 2 fois revenir sur le commandant suprême ainsi que nos FARDC. C'est ce qui justifie la pancarte qui est derrière vous, sur laquelle il est marqué « Soutien total au FARDC » et l'autre « Soutien total au commandant suprême des FARDC, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République ». Quelle va être la réponse des intellectuels? Loin de nous, et en ce moment, c'est l'occasion plus que jamais d'enterrer nos différences, d'enterrer nos égos, souvent surdimensionnés, d'enterrer et davantage encore nos divisions pour nous mettre tous ensemble et produire à l'intention des décideurs de notre pays ce rôle ne nous revenant pas, traduire, leur transmettre nos réflexions qui ne visent qu'une chose, que enfin règne une paix durable sur notre pays. Est-ce que cette occasion pouvait nous être mieux donnée qu'après les états généraux de l'université de Kinshasa, que nous rappelle encore cette pancarte devant nous? Ces états généraux ont abouti à une déclaration, celle du Mont-en-Bas. Cette journée, figurez-vous, débouchera certainement sur une déclaration, celle de l'université de Kinshasa, dans le contexte du soutien, etc. Cela justifie bien sûr la présence parmi nous de son Excellence Madame la Ministre près le Président de la République, qui est dans ses attributions aussi la lutte et la prédication pour la cohésion nationale. Laissez-moi vous dire quelque chose à son actif. J'ai observé la salle autour de moi au moment où nous étions en train d'exécuter l'uniquinoise ou l'hymne de l'université. Croyez-moi, elle connaît l'uniquinoise de la première à la dernière phrase. Combien parmi nous peuvent chanter réellement l'uniquinoise? C'est déjà la première démonstration de notre véritable patriotisme. Je voudrais particulièrement saluer tous les panélistes, parmi lesquels le secrétaire général académique honoraire, qui parmi les premiers s'est inscrit pour animer cette matinée scientifique. Enlevons de cette matinée toute coloration, toute considération différente, qui ne peuvent que nous traîner, nous, universitaires, vers le bas, ce que n'attend pas de nous la nation congolaise. Soyons tous unis comme un seul homme. Faisons-le ne fût-ce qu'à cette occasion et chantons, positivons tous nos idées pour que nos vaillants FARDC remportent enfin la victoire totale dont le peuple congolais a tant besoin. Merci à tous d'avoir répondu à cette invitation et capitalisons nos énergies positives à bas tout ce qui peut nous hanter l'esprit et qui est négatif pour que la paix règne définitivement dans notre pays. Je vous remercie. Les doyens des facultés, messieurs et mesdames les professeurs, doctorants, mesdames et messieurs, tout protocole respecté, distingués invités. Et je n'aimerais pas oublier ceux qui nous suivent de loin, en particulier la présidente de l'association des femmes professeurs, professeur Berthe Zinga, mais j'ai également aperçu Van Makers qui nous suit depuis la KU Leuven, puisque nous sommes sur Zoom, y compris à l'extérieur, nous sommes suivis. On va lancer mes diapositives. L'occasion pour moi de commencer par remercier votre présence à tous ici, et en particulier les panélistes.
Monsieur le recteur en a parlé et j'insiste. Cette activité n'était pas décidée encore vendredi dernier à midi. Et donc, je remercie particulièrement tous les professeurs, tous les présentateurs, tous ces gens qui vont passer devant, mais qui ont réagi d'une façon prompte, parce qu'ils ont compris l'intérêt et l'urgence de cet événement. Tous ici présents, personne ne savait encore le vendredi matin que nous tiendrions cet événement. Et vous voyez le nombre que nous sommes, l'importance, l'intérêt que nous attachons à cette activité, à cet atelier. Vraiment, j'ai peur d'oublier cela, je vous demande de les applaudir tous. On va revenir. Revenez s'il vous plaît. Je peux avoir le pointeur? Théo. Voilà. République démocratique du Congo, situation sécuritaire à l'ère de l'agression à l'Est. Quelle éco-citoyenneté et quelle capacité pour doter nos jeunes de réflexes de défense et sécurité. Inutile de vous experts, secrétaire général de la recherche, parce qu'une fois que nous avions discuté de l'événement avec monsieur le recteur, il fallait l'opérationnaliser et donc rester dans le cadre et rajouter des qualificatifs envers notre pays. Et c'est si dur depuis des décennies, voire plus. Tout ça cristallisé sur quelques éléments, quelques raisons que nous connaissons également. Et en particulier des convoitises de tous ordres. Au niveau régional, au niveau international. Et le dire n'est pas une insulte, c'est d'affirmer quelque chose qui est une évidence. Ces convoitises, je pense que la télévision va nous mettre le problème, est basée également sur de multiples raisons, mais en particulier ces grandes richesses que Dieu nous a données. Cette richesse de notre territoire qui attire des convoitises de tous les quatre coins du monde. Je pourrais rester long sur ce point-là, mais les panélistes y reviendront. Est-ce que les Congolais ont le droit de réfléchir ou pas sur ce problème? Les Congolais ont le droit de se défendre ou pas? Et quand je parle de Congolais, évidemment, j'y inclus l'université, les chercheurs, les scientifiques, voyez-vous, pour que nous passions, nous allions au-delà du constat que nous faisons depuis tout le temps, depuis longtemps, trop longtemps, et que nous passions à la phase numéro 2. Que faisons-nous? Que proposons-nous à nos dirigeants, à nos décideurs? Passons la phase de critique à la phase des propositions concrètes, parce que notre pays est en guerre, et que chacun de nous, dans ses compétences, dans ses domaines, dans son domaine, peut apporter quelque chose de façon unitaire, de façon cohérente, pour que nous puissions proposer des choses saines. Théo, diapositive des marchands. Comment nous allons fonctionner? C'est essentiellement une activité scientifique, comme l'a dit monsieur le recteur, et qui est axée sur le patriotisme. Que devons-nous faire dans tous les domaines pour que nous puissions réagir, nous puissions nous défendre l'intégralité et le caractère inviolable de notre territoire. Ils y reviendront. Mais également, une approche qui soit large, la plus holistique possible. C'est des scientifiques qui vont parler, qui vont faire des propositions concrètes, et afin de faciliter la prise des décisions à tous les niveaux. L'ensemble de nos facultés ont été concernées. C'est une activité pluridisciplinaire, comme ça doit se faire dans un milieu scientifique. On vous l'a déjà dit, c'est qu'un début, puisque l'université se donnera le droit de planifier des activités peut-être tout au long de la semaine, ça c'est sûr, mais tout le mois et le temps qu'il faudra pour que nous puissions réajuster, adapter nos positions. Les panélistes ont été bousculés, dérangés pendant les dernières 24 ou 48 heures. Ils savent qu'ils ont un quart d'heure pour exposer leurs évidences. Mais au-delà des évidences, nous attendons des propositions, des solutions concrètes, des résolutions.
Il y aura un temps de discussion avec le public, probablement qui sera plutôt à la fin. Et là, vous verrez, l'estrade sera ornée de encore plus de chaises qu'il y en a actuellement. Nous allons être francs, directs, mais comme pour tout scientifique, tolérants, mesurés dans nos propos. Nous sommes à l'université. Tout ce qui peut paraître sensible, les aspects stratégiques, sécuritaires, les spécialistes sont là. Ils sauront comment nous faire passer ces aspects. Comme dans tous les pays, il y a de la recherche, j'allais dire publique, et il y a de la recherche non publique, destinée à tel ou à tel pour des prises de décisions adéquates. Les actes de cette activité seront publiés. Il est d'ores et déjà demandé à tous les panélistes, certains l'ont déjà fait, d'envoyer leur synthèse, leur draft, pour constituer une brochure, de même que les PowerPoint, les projections seront mises dans la même brochure. Je répète, avant de finir, nous attendons des spécialistes, des panélistes, mais également du public, des résolutions concrètes. Voyez-vous, l'ennemi, il est peut-être parmi nous, ici. Il y a peut-être certains qui sont là, prendre des messages à envoyer, mais nous devons nous assumer, de même que notre pays devra s'assumer. Et nous sommes convaincus que notre pays, uni, convaincu et conscient de sa force, ne peut que triompher, ne peut que gagner. Je vous remercie. Éminence, Monsieur le Président. Mon général, commandant de l'école de guerre, distingués invités, il m'a été demandé, il y a cela 48 heures, de présenter très rapidement les enjeux liés à la paix dans notre pays au regard de notre adhésion dans la dernière communauté économique régionale. De prime abord, je voudrais souligner le fait que la RDC est le seul pays de l'Afrique à être membre de 4 communautés économiques régionales, ce qui est en rapport avec notre géographie, mais nous devons lier à notre géographie notre géopolitique à développer, de manière à ce que nous ayons une pensée qui s'harmonise avec une stratégie, une capacité d'agir du fait d'être dans plusieurs communautés économiques régionales. En guise de prénomène, très rapidement, la communauté de l'Afrique de l'Est est une de 8 communautés économiques régionales reconnues en Afrique en coordination avec l'Union africaine. Nous avons la SADC, le COMESA, la CAC, la communauté de l'Afrique de l'Est, l'IGAD, l'UMA, la CEDEAO. Ce sont là les 8 communautés économiques régionales reconnues qui sont en réalité les phases intermédiaires pour l'unité africaine, pour l'intégration au niveau de l'Afrique. La RDC était jusque-là membre de la SADC, du COMESA et de la CAC. Et très récemment, nous avons fait le choix d'être dans la communauté de l'Afrique de l'Est. Au départ, nous devons souligner le fait qu'on ne doit pas s'étonner de voir la RDC dans la communauté de l'Afrique de l'Est. Pourquoi? Parce que la RDC est au cœur de l'Afrique. Donc la RDC a toute sa dimension à la fois orientale, n'est-ce pas, occidentale, centrale, australe, et liée à cette perspective et projection vers le nord. La RDC est l'Afrique orientale. On ne doit pas s'étonner parce que rien que le fait que nous ayons le plus grand nombre de véhicules avec le volant à droite illustre bien notre connexion avec le marché de l'Afrique orientale. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a de cela 40 ans, la RDC avait le quai, avait le droit à Dar es Salaam. Donc il y a de cela 40-30 ans, vous allez au niveau de Dar es Salaam, vous allez trouver Belfort, qui était donc l'espace de prolongement stratégique de la RDC au niveau d'accès à l'océan Indien. À l'époque, nous n'avions pas cette présence d'esprit parce que le commerce international était encore au niveau de l'Atlantique et de la Méditerranée.
Mais à partir de la fin de la guerre froide, progressivement, le pivot commercial, le pivot maritime international a pu être dans une phase de mutation et le commerce a basculé vers l'océan Indien. De ce fait, il est très important de réaliser l'attractivité de la RDC vers l'océan Indien parce que nous sommes tournés vers Dubaï, nous sommes tournés vers la Chine avec Guangzhou, Shanghai. Donc pour la RDC, l'Afrique australe, l'Afrique orientale, l'Afrique centrale, l'Afrique du Nord, ce sont des zones que la RDC doit impérativement penser et par la suite penser à agir dans ces différentes zones, parce que lorsque vous ne pensez pas agir, les autres vont penser agir sur votre territoire lorsqu'ils rencontrent leurs intérêts dans votre espace. C'est ainsi que par rapport au quatrième point, l'Afrique orientale et la RDC. Lorsqu'on observe l'Afrique orientale, nous constatons que ce sont des pays qui sont plus ou moins très avancés en termes de petites et moyennes entreprises, mais la RDC, ces 30 dernières années, a perdu plus de 3000 petites et moyennes entreprises. De ce fait, nous avons un besoin énorme en termes d'importation. Et les voies les plus rapides, les voies les plus courtes, c'est Mombasa et Dar es Salaam. Mais cela n'est pas une faiblesse. S'il y a de la stratégie, cela peut devenir aussi un levier. Vous avez constaté avec la Covid les nombres de citernes qui étaient bloquées devant Kassindi. Et on a dû, malgré la Covid, ouvrir les postes frontaliers pour permettre à ceux que nous soyons ravitaillés. Le fait de dépendre du commerce extérieur est aussi un levier pour conditionner ce qui sont nos vendeurs. Un consommateur a aussi une clé entre ses mains du fait d'être consommateur. Et la RDC, c'est le plus grand marché commercial dans cette partie de l'Afrique. Là, c'était en guise de prélogomène. Parce que nous parlons en jeu de la paix, il n'y a pas de paix sans sécurité. La sécurité, c'est l'impératif de faire face à toutes les menaces et à tout le risque. Donc, il faut impérativement sécuriser la région pour qu'il y ait des échanges, qu'il y ait des activités. Mais la paix, c'est aussi le développement. Lorsqu'il n'y a pas de développement ou lorsque vous êtes voisin des pays en besoin de développement, vous êtes en insécurité. Vous n'aurez pas la paix. Pour avoir la paix, il faut s'inscrire pas seulement dans la sécurité au sens militaire, mais il faut s'inscrire dans la sécurité au sens non militaire, et cela signifie le développement, la construction. Mais ici, il sera important de prioriser le co-développement, se développer ensemble, créer un marché. Et la RDC a fait le choix d'être dans ce marché officiellement. La RDC était déjà dans ce marché parce que la plupart des États de l'Afrique de l'Est sont membres de COMESA. Et COMESA va jusqu'en Égypte. Donc, il est très important, au-delà de ce besoin de sécurité et de développement, il est important de structurer, d'asseoir la coopération, opérer ensemble. Et c'est très important de pouvoir consolider la paix par une approche commune de sécurité, des développements et mettre sur pied des structures pour pouvoir agir ensemble pour la paix. Quelles sont les considérations très rapides? Remercier le recteur de l'Université de Kinshasa, tous les corps scientifiques, tous les panélistes et tous les participants à cette activité. Je le remercie pour m'avoir associé à cette activité et je remercie particulièrement mon secrétaire général, le docteur Daniel Makiesi, qui m'a surpris. Je ne savais pas que j'allais participer à cette activité. Il m'a tendu l'invitation. Et c'est hier en lisant le programme que j'ai été surpris que j'étais associé à cette activité.
Merci beaucoup. Je voudrais également saluer la présence de son Excellence Madame le ministre et le Président de la République. Merci beaucoup. Il m'a été demandé de parler sur le mécanisme de résolution des conflits en Afrique et les effets diplomatiques en République démocratique du Congo. Au niveau du continent africain, nous avons comme mécanisme le Conseil de paix et de sécurité. Lorsque nous parlons du Conseil de paix et de sécurité, c'est un mécanisme qui a succédé à un organe central à l'époque de l'Organisation de l'Unité africaine. Et ce mécanisme, c'était pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits. Et au sein de l'Union africaine, nous avons reconduit ce même mécanisme tout en le renforçant. Le Conseil de paix et de sécurité au niveau de l'Union africaine, c'est un organe décisionnel qui est permanent pour la prévention et la gestion des conflits. Il constitue un système collectif de sécurité et d'alerte rapide visant à permettre une réponse rapide et efficace aux situations de conflits et de crises en Afrique. Il constitue également un pilier central de l'architecture des paix et sécurité. En Afrique, il constitue également le cadre de promotion de la paix et de sécurité et de stabilité en Afrique. En vertu de l'article 7 du protocole du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, la Commission de l'Union africaine inclut pour le Conseil de paix et de sécurité d'anticiper et de prévenir les différends entre les États, les conflits ainsi que la politique susceptible de conduire à un génocide et à des crimes contre l'humanité. Elle inclut également d'exécuter les fonctions de rétablissement et de consolidation de la paix afin de résoudre les conflits là où ils se manifestent. Elle inclut également d'autoriser la mise en place et le déploiement des missions de soutien à la paix et élaborer des directives pour la conduite de ces missions, y compris leur mandat. Elle recommande également à la conférence de l'Union africaine, conformément à l'article 4 de l'acte constitutif de l'Union africaine, une intervention au nom de l'Union africaine dans un État membre dans les cas de circonstances graves, à savoir des crimes de guerre, génocide et des crimes contre l'humanité tels que définis par les instances internationales. Elle décide également des sanctions chaque fois qu'un changement anticonstitutionnel a lieu dans un État. Elle met en œuvre la politique de défense commune de l'Union africaine. Elle veille également à l'application des conventions et des instruments clés de la lutte contre le terrorisme international. Elle a aussi la mission de promouvoir l'harmonisation et la coordination des efforts entre les mécanismes régionaux et l'Union africaine en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique. Pour économiser le temps, nous passons directement, puisque nous sommes au niveau de... Mais titillant, provocateur. Deuxièmement, je reviendrai sur le droit international, mais un des aspects, fait pour toucher en troisième lieu sur un aspect que j'ai choisi de manière arbitraire, mais que je trouve aussi fondamental dans une situation de conflictualité qui est la nôtre aujourd'hui. Premièrement, le droit international, le titre lui-même, je voudrais dire que le droit international c'est un labyrinthe. C'est vraiment trop vaste. Et il serait prétentieux qu'en si peu de temps, même un peu de jour, réfléchir sur le droit international et la situation de la RDC. Mais le droit international, du moins en ce qui concerne la RDC,
je dirais qu'il faut le renvoyer très loin. Et j'ai écrit un ouvrage là-dessus. En fait, je pense qu'il faut, quand on veut comprendre ce que nous vivons aujourd'hui, il faut nous renvoyer dans l'histoire à l'époque de l'État indépendant du Congo. Et avant même l'État indépendant du Congo. Tous les débats, tout ce qu'il y a eu, les aspects diplomatiques qu'on a suivis, géostratégiques, la convoitise des richesses par les différentes puissances, comment ils se sont partagés non seulement l'Afrique, mais surtout le Congo. Et vous voyez les statuts juridiques du Congo, vous dites que c'est un État indépendant, mais en fait qui était une propriété privée d'un souverain. C'est des questions. Et cette propriété privée était pratiquement recherchée ou alors convoitée par d'autres puissances, entre autres la France. Aujourd'hui, quand on vous rappelle les droits de préemption de la France, qu'il a rappelé même à la veille de l'indépendance, le 30 juin, la France voulait récupérer de la Belgique le Congo. La France a tenté de récupérer le Congo du moins avant que Léopold II ne cède le Congo à la Belgique en 1908. C'est des éléments. Mais à côté de cela, il n'y a pas que la France. Il y a l'Allemagne, il y a les États-Unis, il y a l'Angleterre, il y a tous ces aspects qui ont tourné autour du Congo et de son statut qu'il faut avoir à l'esprit pour comprendre que, et comme je l'avais dit, le Congo peut être considéré comme un État multinational. Aujourd'hui, c'est vrai, j'ai suivi la conclusion de mon prédécesseur qui revient sur la déclaration de la Belgique, de la France qui condamne, lui a exagéré à la limite en disant que c'est dans des termes les plus rigoureux et virulents. Mais moi je pense qu'on ne peut pas non plus exclure certains États qu'il a cités dans ce qui nous arrive aujourd'hui. Vous allez dire le Rwanda, d'accord, mais qui est derrière le Rwanda et pourquoi? Il y a toute une problématique autour des enjeux économiques autour de notre pays. Et je crois qu'il ne faudra pas être naïf quand on parle de la guerre en RDC. Il faut voir aussi ce qui se cache derrière le Rwanda pour comprendre les enjeux qu'implique la RDC. Et donc, pour moi, le droit international, c'est assez vaste. Je vais revenir et peut-être je vais les circonscrire uniquement dans le droit des conflits armés, mais en montrant qu'au fait, ces conflits résultent effectivement de cette histoire du Congo. Et parmi les choses, il y a les frontières. On a parlé de nos voisins aujourd'hui. Il est diplomate, il est on y reviendra. J'ai dit nous ne devrions pas être naïfs en pensant que il n'y a que le Rwanda. Le mot naïf pourrait peut-être être assez simple, mais il induit aussi beaucoup de choses. Je les garde. Parce qu'on peut aussi être naïf dans une diplomatie. Alors, il y a plusieurs aspects, on y reviendra. Alors, le deuxième élément que je voudrais expliciter dans mon intitulé, c'est ce qu'on appelle la situation. Vous parlez de la situation de l'Est de la RDC. Mais en droit international, situation et différence, ce n'est pas la même chose. Et quand j'ai vu qu'on me demande de parler de la situation, je me suis dit que peut-être qu'on a atténué ce que nous vivons aujourd'hui. Une situation peut être ajustée, un différent peut être réglé. La situation nous amène à des moments de tension. Et je crois qu'on a déjà dépassé les moments de tension. On est dans un conflit ouvert, dans un différent. Même si un différent peut ramener aussi à une situation, tout comme la situation peut ramener à un différent. Donc pour moi, je pense que si le titre devait plutôt mentionner conflit ou différent. Alors on parle de l'Est. On l'a dit encore tout à l'heure. Mais l'Est, c'est où? L'Est commence par où et se termine par où pour la RDC? La tendance, c'est de dire l'Est, c'est le Kivu, l'ancien Kivu. D'autres disent, bon, l'Est, il faut ajouter aussi l'Ituri comme Mikolo, ça dérange. Bango peut pas comme déranger Batouana. Donc, Bango peut pas à l'Est. Et j'ai eu à voir et à consulter les archives belges et j'ai constaté que le Congo avait été divisé en 4 grandes zones. Et la zone Est, évidemment, c'était beaucoup plus de soubassement ou des raisons d'ordre économique. La partie Est de la RDC commence par le Haut-Ouélé. Et le professeur Bakesse l'a dit, quand il parlait de l'accès à l'océan, il est revenu sur la partie orientale. L'Est commence par le Haut-Ouélé, l'Est de la RDC. Le Haut-Ouélé prend le Bas-Ouélé, l'Ituri, une partie de la Chopo Patou, une partie de la Chopo,
le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Maniema, le Tanganyika, une partie du Haut-Katanga et même une petite partie du Haut-Lomami. Donc vous voyez que c'est autant de provinces que vous retrouvez, du moins si on suit les archives belges, ce qu'ils ont appelé l'Est. Et quand vous voyez l'histoire, on a créé beaucoup d'entreprises. Nous avons invité le professeur Raoul Kienge, qui sera le premier présentateur. Voilà. Le professeur Kienge est professeur ordinaire à la faculté de droit de notre université. Il est le directeur de l'école de criminologie dans cette même université. Il est un grand auteur de plusieurs publications scientifiques dont on pourra citer. Bonjour, monsieur le professeur Kienge. À l'Assemblée nationale, professeur de géostratégie et géopolitique à la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de notre université. Bonjour, professeur. Député, monsieur le recteur et monsieur le secrétaire général, Excellence Madame la ministre auprès du président de la République, monsieur le recteur et chers membres du comité de gestion, en général, merci beaucoup, chers collègues, chers apprenants, nous sommes en guerre. Le pays est en guerre. Et l'université veut aussi participer à cette guerre. Et c'est pour cela que le comité de gestion nous a invités pour pouvoir dire en 15 minutes ce qu'on peut faire. Je vais parler plus en criminologue qu'en juriste, parce que mon éminent collègue Jean-Paul Seguiome a déjà abordé des aspects juridiques. Je vais parler de la gestion des identités criminelles, calcul d'événements, prévention, perspective sécuritaire en RDC. J'espère que il marche bien. Okay. Voilà. Ok. Donc l'agenda est composé des éléments de cette communication, c'est-à-dire des identités criminelles. Mais je vais déconstruire, comme criminologue effectivement, le concept d'identité criminelle parce qu'il est ambigu et il ne permet pas de savoir ce qu'il faut faire. Et je proposerai le concept d'identité menaçante parce que nous sommes menacés par ces identités dites criminelles. Ensuite, je vais passer sur les calculs d'événements, la prévention. Je vais également questionner ces concepts. De quoi parle-t-on lorsque on évoque la prévention? En fait, il arrive des situations où, lorsqu'on est en présence d'un danger, on utilise des concepts inappropriés qui, en réalité, ne vous permettent pas de cerner la réalité correctement pour pouvoir l'attaquer. Et donc, le concept de prévention en est un. Et quelles sont finalement les perspectives sécuritaires? Je voudrais dire que cette communication a été préparée par les apprenants de sécurité, de l'option sécurité intérieure, dans le cadre du cours de terrorisme et contrôle social que nous avons eu vendredi après-midi, parce que justement on venait de recevoir la communication de monsieur le secrétaire général à la recherche. Je voudrais donc les remercier pour cette réflexion
très intéressante à laquelle d'ailleurs a participé un doctorant de l'Université d'Afrique centrale au Cameroun qui est maintenant en train de faire son stage à l'Université de Rennes dans le cadre de ses cours de terrorisme et contrôle social. Eh bien, des identités criminelles. C'est quoi le concept criminel? Que sous-entend-il? Si on considère que le concept criminel veut dire punissable, en réalité, utiliser le concept d'identité criminelle veut dire d'identité qui doit être punie. Mais nous savons que dans notre contexte, cette punition, l'effectivité de cette punition n'est pas possible. Et je comprends pourquoi le prix Nobel, Denis Mukwege, est en train de faire le plaidoyer pour avoir un tribunal international spécial pour le Congo. C'est dans la logique de décourager des identités criminelles. Mais cette juridiction, nous ne pouvons pas l'avoir, et donc nous restons dans le statut des victimes. Il m'a été demandé d'échanger avec vous comme une piste pragmatique. Parce que tout à l'heure, vous avez suivi tour à tour les intervenants qui ont été un peu plus clairs, ont abordé cette question, cette problématique sous un angle théorique. Et je l'aborde sous l'angle de mobilisation et sous l'angle de la praxologie. Le service militaire obligatoire, qu'est-ce que ça dit? Le service militaire obligatoire, pour ceux qui ne le savent pas, est un impératif constitutionnel prévu à l'article 63 de la Constitution du 18 février 2006, qui en fait un recours assez fondamental, susceptible de permettre à la République de résister contre les assauts extérieurs. Cette question est une question à la fois vitale et existentielle, à mon avis, parce qu'elle conditionne notre destin commun comme État-nation. C'est une question qui, d'un point de vue statologique, où on va dire sous l'angle du statocentrisme, nous permet de consolider l'intégrité territoriale et d'assurer la pérennité de notre État. Je voudrais déjà d'entrée de jeu que ceux qui me suivent partagent ce point de vue. C'est un point de vue de doctrine. Ce point de vue enseigne ceci que l'État, comme tout organisme humain, reproduit dans sa vitalité un cycle biologique. C'est-à-dire, l'État naît, il s'épanouit, l'attention, il peut aussi disparaître. Et en droit constitutionnel, l'État disparaît sous plusieurs manières. L'État peut disparaître par annexion. L'État peut disparaître par déliquescence, c'est-à-dire par une forme de déclosion progressive aux allures d'un statocide. C'est-à-dire que le territoire national devient un bloc fragile qui petit à petit se déstructure à partir de l'intérieur, à travers des invasions militaires, à travers des agressions. Ceci dit, la proposition de loi sur le service militaire obligatoire est une panacée qui vient apporter une solution corrective à la problématique des Sénats, lui des Sénats, de fragilité de notre État, qui est devenu pratiquement un ventre mou. Et il y en a même qui vont plus loin, les plus extrêmes disent que la partie Est est devenue comme une espèce de condominium, c'est-à-dire un espace neutre où plusieurs États, par le fait de la fragilité, exercent concomitamment leur souveraineté. Ou même des seigneurs de guerre imposent leur autorité.
C'est ainsi que nous avons estimé comme représentants du peuple et enseignants à l'université poser ces paradigmes. L'État en droit constitutionnel, pour ceux qui le savent, a plusieurs définitions. Il y en a qui conçoivent l'État sous l'angle de la norme juridique, en ce qu'elle scelle les bonnes viennent, qui considèrent l'État, qui saisit l'État à l'ombre d'un système de normes hiérarchisées au sommet duquel trônerait la Constitution, et que toutes les normes infraconstitutionnelles devaient tirer leur pertinence dans la Constitution. Et d'autres, par contre, considèrent l'État dans une dimension sociopolitique, comme une entreprise sociopolitique qui revendique sur l'ensemble de son territoire le monopole de la violence légitime. Il y a une autre école de services publics, ça c'est l'école de Bordeaux avec les doyens Digit, qui a une autre conception de l'État. Et cette école estime que l'État n'existe pas, il n'existe qu'un ensemble coordonné, cohérent et rationnel de services publics. Alors pour cette école, l'État n'est qu'une systémique stratifiée des services publics. Sans les services publics, un des services publics importants dont on va parler, l'armée ou la police, l'État n'y est pas. Mais aujourd'hui, je partage l'acception, une autre acception des spatialités de l'État. Ça, c'est une acception qui a été enseignée par Maurice Doriot. Parce que le service militaire obligatoire s'inscrit dans le cadre de la protection de l'espace territorial. Maurice Doriot estime que l'État est fondamentalement et essentiellement un phénomène spatial. Il ne peut y avoir un État sans territoire. Et de ce point de vue, le territoire est considéré comme le socle physique, le soubassement matériel ou le support en dur qui fixe l'État, parce que l'État est une réalité, on l'a dit, géolocalisable. Pourquoi le service militaire obligatoire? Parce que nous existons depuis 1885. Mais nous existons sans nous. Nous ne sommes pas maîtres de notre sol. Ils nous ont conçus, construits artificiellement pour des fins économico-stratégiques. Mais nous ne sommes nous-mêmes jamais donné l'occasion véritablement de nous autodéterminer et de nous approprier notre sol. Parce que nous sommes fragiles et impuissants. Nous sommes dans les débats qui touchent aux questions liées aux épiphénomènes, vérité des urnes, voilà. Alors que Bounagan est en train de partir. Le débat déjà 21 000 $ de députés nationaux, entre guillemets. Je sais que ça ne plaît pas, ça n'a jamais plu à certains de vos compatriotes, notamment les professeurs d'université, dont Madame Saka, qui m'a toujours titillé même à distance pour ces 21 000 $. Et donc, nous sommes attachés au débat des époux, excusez-moi, alors que les questions de souveraineté ne sont pas suffisamment abordées. Mais lorsqu'on aborde ces questions de souveraineté, la réponse de nos compatriotes, Daniel Mbaou, envoie tes enfants d'abord au service militaire obligatoire, et nous viendrons après, alors que les gens ignorent qu'il y a une dimension mythologique, un lien mythologique et spirituel entre l'homme et la terre. Lorsqu'on ne réalise pas cette dimension-là, nous n'existons pas comme communauté de destin. Ainsi, dans mon deuxième point, je vais avancer. Il était question d'échanger avec des jeunes, pas forcément avec mes collègues enseignants, sur la justification optionnelle. Pourquoi le service militaire dans ce contexte? Et j'ai imaginé cette proposition de loi pour deux raisons fondamentales. La première raison est une raison axée essentiellement sur la défense dissuasive par le nombre. On peut ne pas aller en guerre. Mais si nous sommes suffisamment mobilisés, nous infligeons la peur à la personne. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'armée. On vient de théoriser ici.
Mais je participe aux travaux de la Commission Défense et Sécurité. Je vous dis, c'est vrai, nous n'avons pas les hommes de tout. Notre armée est lézardée, fragilisée, détricotée, infiltrée. Et c'est une armée essentiellement des retraités. Une armée qui est remplie de vieillards roulants, qui ne peuvent pas résister au bruit des artilleries. Mais alors que les jeunes sont nombreux, mais ils se contentent à quelle joie à passer entièrement leur journée dans les débits de boissons. Et les Rwandais s'en moquent. Deuxième raison fondamentale, c'est la construction du civisme constitutionnel. Je vais vraiment m'y atteler. Nous sommes un État déconstruit à partir de l'intérieur. Nous n'avons jamais réussi à construire la nation qui s'exprime par le sentiment de vouloir vivre collectif. Mais comment nous construirons demain les réflexes d'autodéfense alors que nous sommes flagellés, déstructurés à partir de l'intérieur? Nous nous ressemblons par moments, d'un point de vue facial, mais sur le plan civique, nous sommes distincts les uns les autres. Il suffit de regarder chaque enseignant qui défile. Il suffit de regarder chaque participant dans ces panels. Vous allez réaliser que nous ne nous ressemblons pas. Et le service militaire obligatoire peut servir des cadres de guidage, des cadres d'orientation civique. Excellence, Madame la Ministre, Monsieur le Recteur, Messieurs les membres du comité de gestion, chers professeurs, chers membres du corps scientifique, camarades étudiantes, camarades étudiants, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et protocoles précisés. Je voudrais avant toute chose féliciter les initiateurs de cette matinée scientifique. Il s'agit bien entendu de Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, professeur Jean-Marie Kaïmbe-Toumba, et de Monsieur le secrétaire général de la recherche, Antoine Timpi Olo. Monsieur le recteur, Monsieur le secrétaire général à la recherche, vous faites la fierté de l'université congolaise. Parce qu'en organisant cette conférence, vous voulez inviter la jeunesse, vous voulez inviter l'élite congolaise, et en fait les Congolais de manière générale, et particulièrement la jeunesse, à sortir de l'inconscience, à sortir de l'insouciance et de l'insensibilité. Parce que cette matinée scientifique invite au patriotisme pour la défense des intérêts nationaux, fondés sur un véritable patriotisme. C'est dans ce contexte que je voudrais prendre la parole avec beaucoup d'humilité pour essayer de partager un certain nombre d'éléments d'information sur un sujet important qui fascine. Étant donné que nous sommes tous caractérisés, quelque part, par une certaine parcelle d'ignorance dans tel ou tel domaine de la vie. L'université de Kinshasa, je l'ai dit, ne croise pas les bras. Et le contexte qui nous caractérise aujourd'hui, le contexte de guerre, le contexte des conflits armés, voudrait que les élites intellectuelles, que les enseignants, les chercheurs puissent discuter, envie de proposer, envie de faire des recommandations à nos dirigeants.
quitte à eux de pouvoir les opérationnaliser pour vaincre ce que nous avons entendu ici par la bouche du professeur Raoul Kinkenge, le cancer. Qu'il faut extirper, qu'il faut soigner et qu'il faut surveiller. Je vais bien le faire, messieurs les participants, mesdames les participantes, mais un sujet pareil est un sujet qui expose les chercheurs à une double contrainte. Parce que c'est un sujet de mobilisation. C'est un sujet qui invite au patriotisme. Le faisant, on peut s'écarter d'une certaine objectivité et se lancer dans une position partisane. Mais grâce à l'approche politologique, nous allons faire un effort de nous démarquer d'une vision partisane pour essayer d'aborder les faits conformément à la praxis et conformément à la science. La question principale que nous pouvons poser ici, c'est l'identification des antécédents qui en amont peuvent être considérés comme éléments moteurs de violence vécus dans le contexte des guerres, dans le contexte des conflits armés, qui doivent contribuer à la construction de la conscience collective basée sur une intelligence stratégique permettant à domestiquer une approche holistique en vue de lutte permanente pour la défense de la patrie. Ma communication va s'articuler autour de 3 points. Et le 4e point est réservé à quelques recommandations que nous allons bien adresser aux initiateurs de cette matinée scientifique qui a découlé dans un document à transmettre aux dirigeants. Le premier point, c'est le comportement réalité conduisant à nous préparer à une guerre permanente. Je ne vais plus revenir à des considérations théoriques pour définir ce qu'est la guerre, pour dire ce qu'est les conflits armés, les confrontations armées, ce qu'est le terrorisme, ou soit ce qu'est les groupes armés. Toutes ces questions ont été relevées par les premiers intervenants qui ont essayé, dans une vision juridique, d'essayer de donner des considérations théoriques sur la notion de la guerre, quand bien nous savons que quand on parle de la guerre, on fait allusion à une violence destinée à contraindre l'adversaire à exécuter sa volonté. Et la guerre que la République démocratique mène actuellement, c'est une guerre juste contre les agressions extérieures, contre les troubles et les menaces constitués des terroristes, des groupes armés divers, et même les pays voisins. J'ai aimé un intervenant ici a dit qu'on n'avait pas à se singulariser sur un seul pays. Parce qu'en fait, les pays sont nombreux qui menacent, qui agressent la vie démocratique du Congo, tout en nous distrayant, qui sont avec nous dans le cadre des différents accords qui sont signés et dans le cadre des différentes interventions sur terre. La République du Congo mène une guerre juste. Et quand une guerre est considérée comme guerre juste, 3 raisons les justifient. La première raison, c'est que la guerre doit être déclenchée, si vous voulez, par une autorité légitime. Et dans le cadre de notre pays, effectivement, l'institution suprême de la République en a ainsi décidé, bien entendu avec le soutien de toutes les autres institutions. La deuxième raison, c'est que ce que l'on attaque doivent les mériter par une faute quelconque. Et effectivement, ce qui spirite comme groupes armés dans l'est du pays, moi je ne voudrais pas parler à l'est du pays, mais je parle dans l'est du pays, les méritent à cause des occasions, des troubles, à cause des menaces permanentes, à cause
de nos populations qui sont exposées à une errance due notamment à cette injustice d'attaque par les adversaires. Et cette guerre est menée pas pour raison de cupidité, mais c'est à cause notamment de la cruauté de nos envahisseurs. La théorie du chaos organisée nous renseigne que la guerre est un phénomène systémique qui entraîne des conséquences fâcheuses dans notre propre existence. Et par ricochet de la déliquescence de l'État, cela a été dit par le professeur Mbao. Et c'est à quoi nous assistons dans l'est du pays. C'est une guerre qui est considérée comme la guerre de la deuxième génération. C'est quoi la guerre de la deuxième génération? C'est en fait une guerre qui consiste à rendre ingouvernable un espace territorial donné afin de mettre la main basse sur les richesses. C'est la lutte de contrôle de l'espace. C'est la quête de richesses par l'idée des multinationales et autres groupes divers. Il ne s'agit pas d'une guerre d'une certaine quête de solutions politiques quelconques, mais la guerre telle qu'elle est menée par nos envahisseurs, c'est une guerre des matières premières. Je vais ici, parce que je vous ai parlé des comportements et réalités, rappeler quelques propos des individus ou des institutions. Et ces propos-là doivent nous révolter et nous préparer à une guerre permanente dans notre pays. Le premier propos, je cite l'ancien ministre israélien, Shamir. C'est en 1983. Le premier ministre Shamir s'adresse à Honoré Gwanda. Après l'avoir fixé, il lui dit: Monsieur l'ambassadeur, je vais vous choquer par mes propos. Et je sais que vous êtes encore jeune, mais au fil des temps, vous allez expérimenter ce que je suis en train de vous dire maintenant. Qu'est-ce que le premier ministre Shamir va dire en Gwanda? Il dit: votre pays, les Zaïre, à l'époque bien entendu, est trop riche. Et si vous voulez vivre indépendant, si vous voulez vivre en paix, il n'y a qu'une seule voie. Et la seule voie là, c'est quoi? Il faut être fort. Ça, c'est le premier ministre Shamir qui l'était à Honoré Gwanda. Et là, nous sommes en 1982. Il dit que votre pays constitue une injustice naturelle de Dieu. Et que dans ce monde, en fait, un commentaire, nous sommes en fait dans un monde de la jungle sauvage. C'est le plus fort qui domine. C'est le plus fort qui impose sa loi. C'est le plus fort qui impose sa démocratie entre guillemets. Donc, les jeunes, les Congolais de manière générale, nous devons nous rappeler que si nous voulons vivre en paix et si nous voulons être indépendants, nous devons être forts. Et vous savez dans quelles conditions on doit être fort. Le deuxième propos que je voudrais illustrer ici, c'est le propos de l'ancien sous-secrétaire d'État américain. Je vois même Freddy Moulumba dans la salle ici, qui a prêché contre la balkanisation dans notre pays, mais malheureusement, c'est par des moments et à un certain moment, les Congolais, nous glissons tous dans les profonds sommets et nous oublions. Et nous pensons nous réveiller que quand il y a des menaces beaucoup vivables et beaucoup palpables. L'ancien sous-secrétaire d'État américain, M. Herman Cohen, parlant du Rwanda, il dit ceci: le Rwanda doit jouer un rôle dans les marchés communs de l'Afrique orientale. Ce qui lui donnerait le droit de profiter, j'insiste bien sur profiter, de profiter des ressources minières et forestières du Congo. Il dit que le Rwanda doit jouer un rôle dans l'Afrique orientale. La conséquence, c'est que le Rwanda doit profiter, j'insiste sur profiter, des richesses minières congolaises. Les Congolais, je dis bien les Congolais, n'ont pas courte mémoire. Des déclarations de ce même monsieur, je crois que c'était en 2005, si je m'abuse, il dit: au département d'État des États-Unis d'Amérique, la carte congolaise, disons la province congolaise de l'Est,
ne figure pas dans la carte géographique de la République démocratique du Congo. J'ai été étonné de constater quand il a fait dernièrement ces déclarations, soi-disant, voilà, au bout de 3 mois, ça sera fini avec les M23. Et nous, Congolais, nous avons applaudi, nous sommes frottés les mêmes, nous avons dit, voilà, un ancien sous-secrétaire d'État qui prend notre cause. Quelques temps après, le même monsieur a déclaré que dès que Goma sera comme capitale, sera prise, et ces gens-là vont directement proclamer un État. Donc, ne soyons pas naïfs, s'il vous plaît. Le prof Guillaume a parlé de la naïveté. Ne soyons pas naïfs. C'est un thème que j'accepte. Nous ne devons pas être naïfs. D'autres déclarations qui doivent choquer la jeunesse. D'autres déclarations qui doivent choquer la jeunesse. Il y en a plusieurs parce qu'on me dit que je dois devoir me limiter. Je vais rappeler très rapidement les propos de Sarkozy, qui a parlé du partage de l'espace et des ressources de la République démocratique du Congo. Donc il dit, pour la paix dans les grands lacs, nous devons partager notre espace. Et les Congolais ferment les yeux. Nous devons partager nos ressources. Si nous voulons mettre la paix dans la région des grands lacs, nous devons être attentifs. Yorim Museveni, nous sommes en train de parler, c'est parce qu'il existe des gens qui passent à la belle étoile, qui passent l'éclair de leur temps, en train de voir quelle est la possibilité pour pouvoir sécuriser l'étendue malgré les faiblesses. Je dis et je vous remercie. Soyez les bienvenus dans notre 3e panel, 3e et dernier panel de la journée. Un panel très sensible parce qu'il s'agit de la question sécuritaire. Comme nous savons tous, les militaires ont très souvent ces thèses, ne parlent pas trop. Alors, comme les profs Bissa, le modérateur central vient de le dire, le thème de notre panel, c'est le piste militaire et sécuritaire. Sur ce, nous avons 3 intervenants. Notre premier intervenant, c'est le général Godefroy. Et il va passer devant sous vos applaudissements. Il est général de FRDC. Il est aussi commandant de l'école de guerre de Kinshasa. Et je tiens à rappeler à l'Assemblée que l'école de guerre de Kinshasa travaille en partenariat avec l'université de Kinshasa. Kinshasa, bien sûr, avec Madame Son Excellence, il va le DG Freddy Moulumba plutôt, le DG honoraire de la RTNC. Directeur, Monsieur le membre du comité de gestion de l'Université de Kinshasa, éminent professeur, chers maîtres et chers camarades apprenants et chers étudiants. Il nous a été demandé de parler sur la mobilisation générale pour la défense et la sécurité de la République démocratique du Congo, ainsi chuté par notre modeste contribution. Vous allez comprendre que dès que j'ai eu les différents thèmes, j'ai compris qu'il y aura beaucoup de redites et vous allez souffrir parce que nous parlons tous presque du même thème et il y a des jonctions, des liens de tout ce que nous sommes en train de parler. Je suis le général Moulin Naoué Godefroy, je m'excuse, je dois me présenter. Je suis le commandant de l'école de guerre de Kinshasa et je suis aussi apprenant à l'université de Kinshasa. Ça marche pas. Merci, c'est moi qui ai changé. C'est bon. Nous sommes appuyés sur le discours du commandant suprême, président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui l'a dit, nous devons ensemble
avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tout azimut. Extrait du discours d'appel à la mobilisation générale du commandant suprême, jeudi 3 novembre 2020. Nous parlerons, ça c'est le plan, les différents points que nous allons étayer tout le long de notre exposé. La République démocratique du Congo, pays continent, est en proie à l'insécurité bientôt 3 décennies. Je ne saurais pas beaucoup m'étaler parce que mes prédécesseurs, ils en ont beaucoup parlé. Mais ce que je voulais seulement dire sur cette planche, je voulais signaler seulement que malgré la culture de paix prônée par le commandant suprême, parce qu'il a dit qu'il a choisi de privilégier la diplomatie, le dialogue, qui est une culture africaine. Mais nous constatons que cela n'a pas donné de fruits. Voilà pourquoi seule alternative qui nous reste, c'est la diplomatie avec effusion du sang. Cher aux stratèges Sun Tzu dans l'art de la guerre. Et que comprendre de la mobilisation générale? C'est l'appel à tous les hommes aptes et en art de combattre de répondre à une convocation pour se mettre à disposition des forces armées, endosser l'uniforme et occuper un poste militaire pour défendre leur pays contre une armée étrangère. Nous savons que la mobilisation a été utilisée pour la première fois pour décrire la préparation de l'armée russe pendant les années 1850 et 1860. La mobilisation devient un objet majeur d'organisation des armées avec le concours de la conscription. Et là, le professeur Mbao, l'honorable, s'y est étalé. Et d'ailleurs, il y a une loi qu'il est temps de soutenir au Parlement. L'activisme des terroristes M23 n'est qu'un voile de l'agression rwandaise sur notre territoire. L'absence de sanctions ou toute autre mesure contraignante contre le pays agresseur nécessite à ce que tous les fils et filles du pays soutiennent et répondent autant que possible à cette mobilisation générale. Prenez-nous en charge, car notre patrie est en danger et notre survie en tant que nation en dépend. Je ne voudrais pas y revenir, car le professeur Mao s'y est étalé longuement. Nous voyons le contexte sécuritaire et les défis de mobilisation. C'est pour faire face à l'agression du pays, neutraliser les terroristes M23 malgré le soutien des Rwanda Defense Force et des l'UPDF, qui est l'armée ougandaise. Compenser les limites des forces armées de la République démocratique du Congo en effectifs militaires au regard de l'immensité du territoire, des menaces constituées par le pays voisin, ainsi que la nécessité d'avoir une armée dissuasive. Exprimer la volonté et la détermination de défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo aux yeux de la communauté tant nationale qu'internationale. Donc notre mobilisation, notre adhésion à l'appel général du commandant suprême va démontrer ces... Le traité du roi M. Kagame avec le Rwanda. Je peux vous dire que c'est la toute première fois qu'on va y faire plaisir. Donc, si
sur le plan psychologique, ça jouait un grand rôle. Parce qu'on avait peur dans ces pays de citer Kagame, de citer le Rwanda. Je suis un ancien DG de la TNC. Un jour, notre armée a fait un communiqué sur la guerre à l'Est. J'ai organisé une émission, un débat avec un de mes journalistes. J'ai attaqué les Rwandais et Kagame. L'émission passe vers 21h. À 22h, on m'appelle. On me dit, vous avez attaqué les Rwandais. On m'a dit non, j'ai dit la vérité. Et puis on m'a demandé de ne pas les diffuser. C'est pour comprendre la peur dans laquelle les gens vivaient. On est un peuple, une élite. Comment dirais-je, nous sommes une élite un peu qui a développé la peur. Donc le discours du président a enlevé la peur dans les têtes des Congolais. Je pense qu'aujourd'hui, ce que je peux demander à tout le monde, c'est dire M. Kagame et c'était le Rwanda. Et l'Ouganda. J'ai voulu savoir pourquoi cette guerre violente. Nous sommes à l'université, on n'a pas intérêt à se flatter. Vous savez ce qui se passe à l'Est. Ça fait plus de 20 ans. Ceux qui sont à la base, c'est ce qu'on appelle les globalistes, mondialistes. Ceux qui étaient à Berlin en 1885. Ces gens pensent que ces pays leur appartiennent. Ils estiment que les contrats qu'ils avaient signés avec le produit de nos 9 ans doivent être renouvelés. Et je vous conseille un travail du professeur Banzama Lale, il a fait sa thèse ici avec le professeur Guyangi Louis, sur les aspects juridiques des crises à répétition, à RDC de 1840 en 2006. Il faut lire cette thèse. C'est très important pour notre histoire. Deuxième élément qui peut expliquer la guerre à l'Est, vous savez, l'État n'existe plus dans ce pays. Quand je dis l'État, c'est sur le plan sociologique. Sur le plan juridique, on peut aller ailleurs, il y a des textes. Mais en réalité, si vous partez en Bandaka à 500 mètres, à 500 km, il n'y a même pas un policier. Il n'y a rien, il n'y a pas d'État. Donc il faut repenser à reconstruire un nouvel État. Et je conseille beaucoup de politologues de lire Graf Young et Thomas Turner sur The Rise and Decline of the United States. C'est publié à l'Université de Wisconsin en Amérique en 1984. Troisième élément, le deuxième élément que je voudrais aussi expliquer, non troisième, pourquoi la guerre perdue. J'ai essayé un peu d'analyser les rapports, les études faites par les ONG. Il y a une ONG, Rift Valley Institute, qui a publié, qui a fait un projet au Salama, publié en 2013. Et dans ces rapports, cette étude, on démontre que les CNDP, tout comme M23, ont le soutien de la communauté Tutsi, qui sont en complicité avec Kagame. Et ces gens contrôlent beaucoup de terres. Il y a l'accaparement des terres à l'Est. Et à l'Est, il y a même des Rwandais qui ont des espaces. Donc, que faire? Il faut que les CNDP, tout comme M23, les protègent. Et généralement, après des désordres, après des combats, après des rébellions, ils négocient comment réintégrer l'armée, réintégrer aussi l'aspect politique. Voilà pourquoi la guerre à répétition. Donc, ce sont les trois éléments que je voudrais beaucoup plus relever. On ne m'a pas donné beaucoup de temps. Mais que faire? Il faut construire un rapport de force. On est tellement naïfs. Nous sommes trop riches. On ne va pas nous laisser tranquilles. C'est-à-dire qu'on va poser un rapport de force. D'abord, militaire, il faut frapper. Comme le président Jacques donc lancé un mot d'ordre. On fait la guerre. On ne négocie plus. Quand vous voyez... Ces présidents venir dormir ici, ce n'est pas gratuit. Nous sommes en position de force aujourd'hui. Depuis qu'on a frappé avec nos Sukhoi, je pense qu'il y a la peur a changé de camp. Et je peux vous rassurer que Kagame est abandonné. Je veux dire pourquoi. Il y a un Américain qui est venu ici, l'envoyé spécial de Biden, il y a à peu près 2 ou 3 mois. Malheureusement, notre presse ne fait pas du bon travail. Cet envoyé spécial qui s'occupe des mines. Il a dit clairement, moi j'ai eu un peu d'audio, que le Congo est le pays le
plus importants au monde. Parce qu'on a des minéraux stratégiques qui vont concourir à la transition énergétique. Est-ce que l'élite congolaise est-elle consciente? Donc, le problème, c'est notre élite qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Voilà pourquoi je parle des intellectuels. C'est pas normal. Toutes ces guerres que nous connaissons, le peuple meurt, les élites se taisent. Pourquoi? Parce qu'il faut sauvegarder les jobs, et puis des petits intérêts. Et la peur de perdre les privilèges, et surtout quand vous avez des amis en Amérique, vous avez des amis en Chine, partout là, vous ne pouvez pas dire la vérité. Voilà pourquoi notre peuple meurt. Donc il faut faire un effort pour enlever cette peur-là chez l'élite intellectuelle. Les Américains, c'est un peuple très ouvert. On accepte des discussions. Moi, je suis formé par les Américains, au département d'État. On a eu des discussions claires. J'ai défendu les dossiers de la balkanisation au département d'État. Très clair. Je leur ai dit, l'histoire ne va plus se répéter. Vous avez trompé nos parents, n'étaient pas à l'école. Nous, on a été comme vous. C'est fini ça. Donc, les Américains sont très ouverts. Il faut étudier la politique étrangère américaine pour comprendre qui nous font la guerre. Ceux qui nous font la guerre, ce sont des globalistes. Ce ne sont pas les globalistes qui décident là-bas. Ceux qui décident là-bas, c'est l'armée et ceux des renseignements. Ça, on appelle l'État profond. Donc, si je prends cet exemple, c'est pour qu'on aille faire ce que j'ai appelé les lobbying. Dernièrement, ce qui est frappant dans ces pays, je vois les gens discuter comme des femmes de ménage. À la télévision, des débats. On ne voit pas l'essentiel. Il y a... j'ai parlé de la personne... Non, il y a une lettre qui a été écrite par un sénateur démocrate adressée à Blinken avant de venir ici. Dans cette lettre, on dit qu'il faut revoir la politique étrangère avec le Rwanda. Tout est très clair. Kagame est abandonné. On n'a plus besoin de lui. Kagame, on l'avait utilisé par monsieur le président Bill Clinton avec sa bande de globalistes pour faire la guerre contre le terrorisme. C'était le paradigme qui était en vogue. Maintenant, il y a un nouveau paradigme. C'est la rivalité, la concurrence entre puissances. On ne va pas travailler avec les Rwandais. Les Rwandais, c'est fini. Maintenant, au niveau des universités, savoir après la guerre, on va faire quoi? Donc il faut construire une volonté de puissance. Nous sommes un pays grand, puissant, mais l'élite n'est pas puissante, l'élite est très faible. Donc le président donnait des mots, il faut suivre, il ne faut plus réguler. Nous sommes du bon côté de l'histoire aujourd'hui. Les Américains, quand je dis les Américains, il ne faut pas seulement voir les globalistes, mais au niveau de l'État profond, ils sont de notre côté. Et ça, je préfère vous le dire. J'ai été reçu par-ci par-là. Ils sont de notre côté. Maintenant, il faudrait que nous nous construisons notre manière de demander. On ne pleure plus. Tout est question de rapport de force. Ils ont leurs intérêts, où sont les nôtres? Mais quand vous voyez les élites ici, ils vont parler des Américains, les Belges, les Chinois, les Russes. Ils défendent les intérêts des autres. Apprenons à défendre d'abord nos propres intérêts. J'ai parlé de la volonté de puissance et d'élite. En 2013, on était des Congolais au département d'État américain, en formation. J'avais amené 10 livres, j'avais publié avec le professeur Gabriel Nambaye, le prof connaît très bien, sur la balkanisation. J'étais monté au département, j'ai parlé à haute voix. Une femme qui était à côté de moi, américaine, blanche, elle s'appelle Catherine. Après discussion au département, elle m'appelle de côté. Qu'est-ce qu'elle me dit? Frédéric, nous sommes inquiets pour votre propre pays. Il n'y a pas d'élite qui émerge. C'est comme aujourd'hui. La confusion est totale. Est-il normal? Quand vous partez au Canada, en Amérique, on a des grands professeurs. Est-il normal aujourd'hui que les petits Rwandais, avec les globalistes, nous menacent? Mais il y a un problème. Donc notre problème, c'est l'élite. Moi j'ai dit, le moment est arrivé de vous mettre debout. Ne reculez plus. Il y a ceux qui font la mobilisation sur le terrain, ceux qui font les marches, parce que ces gens-là ne comprennent que quand la population est dans la rue, c'est important. Maintenant, il faut qu'il y ait d'autres personnes qui sont dans des bureaux qui réfléchissent pour donner des orientations.
Il y a maintenant une troisième catégorie, ceux qui font la politique et la diplomatie. Il faut se partager les rôles. On ne les fait pas, le Congo va disparaître. Je vous remercie. Je vous prie de nous lever pour 1 minute de silence pour nos frères et sœurs, nos vaillants soldats qui ont perdu la vie à l'Est et aussi à l'Ouest. Je vous remercie. Aux honorables députés, aux membres du comité de gestion de l'Université de Kinshasa, au général, aux membres du corps académique et scientifique, aux invités, à vos titres et qualités. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Avant toute chose, je remercie le Seigneur, notre Dieu, qui a permis que nous puissions nous retrouver en ces lieux. Aussi, je salue les efforts et la détermination du garant de la nation, Son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je salue aussi les efforts de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Samadou Ondekege, qui ne cesse de veiller sur la matérialisation de la vision du chef de l'État. Je félicite les organisateurs de cette activité combien louable pour réveiller notre conscience. J'apprécie à sa juste valeur toutes les interventions qui m'ont précédé et je me suis posé la question de savoir si j'aurais quelque chose à ajouter. La qualité de cette intervention ont fait que mes prédécesseurs ont ramassé l'essentiel de ce qui devait être partagé autour du thème choisi par les organisateurs. Je pense que ma petite intervention va rencontrer vos préoccupations. Qu'est-ce que je vise dans ce petit partage? J'aimerais conscientiser l'élite que nous sommes à pouvoir comprendre l'utilité et l'indispensabilité de la cohésion nationale pendant cette période où nous sommes menacés, nous sommes agressés. Vous le savez plus que moi qu'une fois de plus, notre pays fait face à la recrudescence des conflits armés à l'est du pays. Ajouter à cela les conflits ethniques qu'on peut observer dans le Kwamoutou, dans la province de Maïndombe, Kwilu, au Kasaï, ainsi de suite. Vous savez plus que moi qu'il en a toujours été ainsi, surtout pour l'est du pays, d'un siècle à l'autre. Et quels que soient les dirigeants en place, ça n'a pas commencé aujourd'hui. L'explication donnée à ces phénomènes est claire, pour ne citer que nos immenses richesses. Cette situation, à mon avis, ne peut ni nous surprendre, ni nous décourager. Bien au contraire, elle doit constituer une nécessité de l'héroïsme parfait et du renforcement de la cohésion et de l'unité nationale. Car, rappelez-vous, l'histoire nous renseigne que le moment de crise
de moments de guerre, de calamités naturelles, des épreuves communes, que des visées expansionnistes de nos agresseurs. C'est une preuve éloquente d'ailleurs, que le Congo restera un et indivisible. Ce n'est pas maintenant que nous sommes dans une position de force par rapport à notre position que la guerre à l'est du pays va diviser notre pays. Face à ces problèmes, nous n'avons pas d'autre choix que de résister. Résister en tant que peuple. Résister en tant qu'État et nation. Faire preuve de la résistance aujourd'hui pour nous, c'est un devoir patriotique. C'est une affirmation de notre identité nationale. Une démonstration de la bravoure de notre peuple qui a fait ses preuves à travers le temps. C'est aussi une réplique légitime d'une nation qui se veut libre. Nous n'avons pas à nous reprocher. Toutefois, cette instabilité conduit à revoir notre défense. Mes prédécesseurs l'ont souligné. Et j'aimerais parler de l'autre côté, d'une autre manière de défendre. Pas seulement avec les armes, mais aussi avec nos forces morales. Notre manière de témoigner ou de vivre la résilience. Et là, ça appelle à la vigilance, à la participation de tous, chacun dans son domaine respectif, et au renforcement de la cohésion nationale. Plusieurs stratégies ont été évoquées. Mais ici, j'aimerais mettre l'accent sur cette cohésion nationale. C'est une idée nationale qui, du reste, existe, mais que nous devons renforcer. Parce que nous pouvons tout avoir. Nous pouvons avoir les armes, nous pouvons avoir les moyens. Mais si nous ne sommes pas unis, si nous sommes divisés, incapables de nous soutenir, d'aimer notre patrie, il nous sera difficile de vaincre. Un mot sur la cohésion sociale, la cohésion nationale. Vous savez plus que moi que parler de la cohésion nationale veut dire assurer les social du peuple, de vivre ensemble, réduire les écarts, assurer la justice sociale. Mais pendant ces moments, connaissons la réalité de notre pays. C'est le temps d'entamer ces processus seuls où il faut les faire tout en mettant en place des stratégies qui nous encouragent ou qui nous aident à pouvoir triompher. Je me résume que parler de la cohésion nationale, pour ne pas revenir sur les définitions connues de tous, parce que c'est une notion qui est pluridimensionnelle, et plusieurs auteurs ont défini à leur manière, selon leur contexte, la cohésion nationale, mais nous devons mettre à l'esprit que la cohésion nationale, c'est le vivre ensemble. Est-ce que nous sommes capables de vivre ensemble? Comment est-ce que nous vivons? Si pas déjà dans nos familles, dans nos milieux de travail. Est-ce que sommes-nous capables de nous supporter? Sommes-nous capables de rester ensemble, de privilégier l'intérêt supérieur ou encore attaché aux intérêts égocentriques? Le vivre ensemble a comme sous-bassement, je le disais tout à l'heure, la justice sociale, l'inclusion de la population marginalisée, le patriotisme, la bonne gouvernance. Vous pouvez citer beaucoup d'éléments.
Mais à ce moment où nous sommes agressés, je sensibilise que nous puissions nous surpasser. La cohésion nationale chez nous a toujours posé des problèmes. Des problèmes dus à la haine tribale, au tribalisme, à la pauvreté, au chômage, à la discrimination, au manque du patriotisme, à l'injustice sociale, à la mauvaise gestion, que sais-je. Le professeur Mbao tout à l'heure disait que nous ne sommes pas de vrais citoyens. Nous sommes divisés, déstructurés. C'est vrai, par moments, nous sommes incapables de nous supporter. Chose drôle, nous sommes capables de soutenir l'ennemi au détriment de la patrie. Et cette réalité nous fragilise. Regardez dans les réseaux sociaux. Pendant que nous souffrons, nous trouvons des gens capables de pouvoir condamner, stigmatiser, lancer des discours de haine. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. J'ajouterai que pendant que nous sommes en guerre, nous devons nous montrer plus que frères devant l'ennemi. Nous devons oublier nos tribus. Nos problèmes de frontières doivent devenir plus préoccupants que nos problèmes de ménage. Nous devons nous focaliser sur un thème. La nation d'abord. Le Congo d'abord. Et nous devons taire nos divergences. Nous devons vraiment taire nos divergences et brandir notre unique convergence qui est le Congo. C'est ça le patriotisme. Un mot sur le ministère près le président de la République face à cette thématique. Parmi nos diverses attributions figure la plus grande qui est celle d'accompagner le président de la République, chef de l'État, dans sa mission de renforcer la cohésion et l'unité nationale sur toute l'étendue nationale. Et qu'est-ce que nous faisons d'habitude? Nous organisons des conférences, des séminaires, de campagnes, pour pouvoir rappeler aux Congolais qu'il était plus que temps que nous puissions nous unir. Qu'il était plus que temps que nous puissions corriger nos erreurs. Dès son accession au pouvoir, le président de la République l'a dit que le mal était tellement profond qu'on ne pouvait pas développer le pays facilement. Au point de créer un service, la coordination pour le changement de mentalité. Ça prouve que l'homme congolais doit changer de mentalité si nous voulons vivre autrement et faire autrement. J'ai toujours évoqué Albert Einstein, qui disait déjà, depuis 1953, que l'environnement que nous avons créé est le fruit de nos pensées, le fruit de nos actions. Si nous voulons voir cet environnement changer, nous devons nous changer en premier. Changer notre façon d'être, notre façon d'agir, notre façon de réagir. Sinon, il n'y aura pas de magie pour que notre environnement change. Aujourd'hui, nous devons quitter un temps pour aller dans un autre. Nous devons changer notre façon de nous comporter, notre façon d'analyser ou de répliquer face à ceux qui nous combattent. Le général l'a dit, que le premier citoyen du pays a donné son coup.
dans cette auto-prise en charge, c'est entre autres d'organiser des moments pareils, de sensibiliser, d'encourager la jeunesse estudiantine à pouvoir être responsable, à pouvoir prendre la nouvelle à bras le corps pour qu'ensemble nous puissions changer notre pays. Pour chuter, j'aimerais revenir sur notre unité. Regardez, déjà même dans nos familles, il nous arrive de nous chamailler, voire même de nous battre. Mais la famille reste intacte. Notre famille à nous tous, c'est le Congo. Que nos diversités culturelles, d'opinions, constituent notre richesse à nous tous pour pouvoir changer notre pays, pour pouvoir booster autrement le fonctionnement de notre pays. Essayons de mettre de côté ce qui nous divise. Essayons de minimiser ce qui nous divise, parce que ce qui nous unit aujourd'hui est plus fort, plus indispensable que ce qui nous divise. L'unité, la cohésion, c'est aussi avoir l'esprit de pardon. C'est vrai que parmi nous, peut-être nous tous, chacun de nous, a été blessé par la façon de gérer, par la façon de parler. Mais ce n'est pas ce qui doit nous donner l'autorisation ou la permission de détruire davantage ou de saboter notre chère patrie. Comme préconisation, je m'aimerais demander aux organisateurs de multiplier les stratégies de mobilisation et de sensibilisation de la communauté universitaire et de les conscientiser dans l'unité. Parce que le renforcement de la cohésion nationale trouve sa place aussi au sein de l'université. Combien déjà les étudiants ne sont pas victimes de nos injustices? Organiser des moments de conférence permettra à ce que nous puissions ensemble voir comment agir autrement et comment prendre conscience. Autre préconisation, j'aimerais que nous puissions tous soutenir et accompagner les efforts du président de la République et du gouvernement pour faire échec aux armes de manipulation utilisées par notre ennemi. Regardez comment l'ennemi sait nous démoraliser, démoraliser nos militaires au front, notamment à travers de messages diffusés dans les réseaux sociaux qui ne sont pas toujours vrais. Je demanderai encore que nous puissions lutter contre les antivaleurs, notamment le tribalisme, le népotisme, le clientélisme, la haine tribale, que sais-je, qui nous fragilise. C'est tout un processus, le changement n'est pas instantané, mais il faut commencer quelque part. Enfin, je demanderai que nous puissions faire preuve de la résilience pendant ces moments difficiles. Restons forts et restons unis. Révoltons-nous et mijotons, répétons chaque fois que nous sommes prêts à tout pour sauver notre Congo, le Congo de nos ancêtres. Notre Congo est le Congo de nos futures générations. C'est Dieu qui nous a donné ces pays. Les mécontents ne vont pas croiser les bras. Ils vont multiplier des stratégies pour toujours nous déstabiliser. Un de prédécesseurs disait ici, et après la guerre. Réfléchissons
ce qui doivent être nos actions après la guerre. Je dis et je vous remercie. C'est Guillaume et Jean-Paul, c'est dans la partie est du pays. Merci à vous tous. Merci en tout cas, j'aurais voulu les citer tous, tellement ça a été... Voilà, c'est notre pays qui est attaqué, pour une fois, peut-être pour une énième fois. Là, il faut que chacun de nous, que nous montrions que nous sommes unis. Mais le recteur aura l'occasion d'y revenir. 3 petites plaques qui étaient tout à l'heure pour montrer que nous étions nombreux. À mon tour de remercier sincèrement tout le monde. Je commencerai par les panélistes qui, en tout cas, personnellement, m'ont comblé de joie. Comment ne pas être heureux lorsqu'on a une expertise de ce niveau? Sincèrement, aujourd'hui, plus que hier, je suis fier d'être venu du Guinée. Vous, chers étudiants, 46%, ça fait plaisir. Vous avez également montré que vous vous préoccupez de la chose nationale. Ce pays, c'est pour vous que nous le bâtissons aujourd'hui. Et tous les jours, nous vous répétons, fini le cliché de l'étudiant casseur. L'étudiant est aujourd'hui capable de projet, capable de se projeter et capable de défendre sa patrie. Il faut également que vous applaudissiez. Congo, mon beau peuple, nous sommes convoités pour notre eau et nos forêts. Quelqu'un l'a dit. Pour notre lithium et certainement également notre coltan. Mais nous sommes une nation sans identité sociologique. Mais toutes ces richesses nous exposent à la convoitise collective, d'où la nécessité d'une matinée de sensibilisation comme celle-ci, dont le leitmotiv est l'éveil de conscience. Et surtout, en ce moment de l'intelligence artificielle. Là, je m'en vais, mes chers amis, vous lire la déclaration finale de la matinée scientifique, dénommée, baptisée, elle, Déclaration du Mont Amba 2. Mont Amba 1, vous vous en souvenez, c'était celle après les États généraux du liquide. À l'initiative du comité de gestion, piloté par Jean-Marie Kaïmbe Ntumba, recteur, il a été organisé ce mardi 22 novembre 2022 une matinée scientifique regroupant toutes les parties prenantes, étudiants, personnel scientifique, administratif, technique, ouvriers et académiques, autour de la thématique RD Congo, situation sécuritaire à l'ère de l'agression dans la partie Est, quelle éco-citoyenneté et quelle capacité pour doter nos jeunes des réflexes de défense et sécurité. Les participants apportent un soutien total à l'appel du commandant suprême des forces armées pour une mobilisation générale en vue de défendre le pays Congo. Tenant compte du fait que les universitaires doivent exceller aussi bien en tant que citoyens, mais aussi en tant qu'hommes de sciences, rappelant la triple mission de l'université, recherche, enseignement et service à la communauté, les universités se doivent d'apporter des solutions aux problèmes de la société, notamment lors des situations d'instabilité, guerre, rébellion, catastrophes naturelles et j'en passe. Nous affirmons la disponibilité de l'Université de Kinshasa à traduire le savoir en action, en apportant des solutions aux problèmes de la société, y compris lors des situations d'instabilité comme actuellement dans notre pays. Déclaration, appel à l'action. Après avoir suivi les différentes présentations scientifiques, consciente du rôle majeur que doit jouer l'université en cette période où la nation est en guerre, l'UNIKIN s'engage à assumer son rôle de dépositaire d'intelligence collective au service d'une nation moderne et prospère.
par la formation généralisée sur les questions hautement stratégiques de sécurité, de défense et de patriotisme, l'UNIKIN tient à doter la RDC d'une jeunesse capable de défendre, par réflexe, la mère patrie attaquée sur plusieurs fronts militaires et civils. Pour cela, des activités prioritaires sont définies et seront réalisées à court terme. Il s'agira notamment de développer de façon prioritaire des modules de formation civique, patriotique et militaire en concertation avec les services techniques compétents, fort de notre partenariat avec l'école de guerre de Kinshasa et l'existence de nos miliciens. De présenter des pistes diplomatiques, juridiques, socialisatrices, militaires et sécuritaires, de reprogrammer positivement l'homme congolais au travers d'une formation axée sur la reconquête de notre identité sociale. À cette fin, l'Université de Kinshasa, comme un seul homme, se lève pour se mettre au service de la nation. Mes sœurs, mes frères, mettez-vous debout, s'il vous plaît, pour la dernière phrase. L'UNIKIN relaie le mot du chef de l'État et appelle haut et fort au patriotisme et à la cohésion nationale. Unikinois, Unikinoises, levons-nous pour défendre notre patrie. Fait à Kinshasa le 22 novembre 2022. Pour les parties prenantes à cette matinée scientifique, le professeur Kaïndé Toumba Jean-Marie, recteur. Je vous remercie.
français, monsieur le recteur. Un mot en français. C'est mon micro. Notre université ont mis à contribution leur intelligence et leur réflexion. C'est ça le fruit. Car l'université, ça sa contribution à la gestion quotidienne de la cité. Il a été question surtout d'un éveil patriotique, de rappeler aux uns et aux autres la place du patriotisme réel qui, s'il nous anime, nous permettra certainement de bouquer l'ennemi. L'université de Kinshasa est prête à apporter son expertise à la décision nationale pour sécuriser notre pays et pour l'instauration d'une paix durable.